Coucou tout le monde, on se retrouve du coup pour la cinquième vidéo de métaboglycidique déjà. Donc là aujourd'hui je vais vous faire la glycogénogénèse, version vidéo. Donc comme vous savez déjà, c'est un cours qui est assez chill, qui est court, qui est hyper intéressant. Il va de pair avec la glycogénolyse. Je vais essayer de vous les sortir tous les 2 en même temps. Et ensuite en ce qui concerne du coup la dernière vidéo qui me restera, je vais essayer de vous la sortir ce week-end, normalement si tout va bien. Comme ça, vous aurez, d'ici la fin de la semaine, normalement, toutes les vidéos de métaboglycidique dispo. Voilà, je pense que ça peut être bien pour vous de revoir les cours, sous un autre format que juste, la lecture des fiches, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez sur le forum. C'est parti. Donc, la glycogénogénèse. C'est quoi déjà la glycogénogénèse? C'est tout simplement le stockage du sucre. Donc on a du sucre, c'est bien beau, on peut le consommer, mais on peut aussi le stocker. Donc, moi, ce que je me disais, là, c'est vraiment logique, c'est dans le nom, glycogénogénèse. Quand vous avez souvent des voix qui finissent par génèse, ça va vraiment être des voix où on va vouloir synthétiser quelque chose, OK? Des voix de stockage. Alors qu'au contraire, quand vous avez des voix qui finissent par lyse, par exemple, la glycogénolyse, au contraire, ça va être des voix où on va dégrader. Donc, glycogénogénèse, on va stocker, on va assembler nos molécules de glucose pour obtenir du glycogène, c'est une voie de synthèse. Alors que la glycogénolyse qu'on verra juste après, au contraire, on va dégrader le glycogène en molécules de glucose, OK? Donc ça, vraiment, pour savoir si on va plutôt partir vers une glycogénogénèse ou vers une glycogénolyse, c'est en fonction des besoins à l'instant T. Si on a par exemple, si on vient de manger, on va vouloir faire la glycogénogénèse pour stocker. Alors que si au contraire, on est en période de jeûne, on a faim, on n'a pas mangé, notre corps va faire la glycogénolyse. On va dégrader le glycogène pour avoir du sucre dans le sang. Voilà, là, c'était très schématique ce que je vous ai fait. De toute façon, on le verra beaucoup mieux, dans le cours, mais c'était juste pour vous remettre un peu dans le contexte. OK, c'est parti. Alors, donc on nous dit: «C'est la mise en réserve de glucose, qui a lieu, du coup, comme je viens de vous le dire, à la suite d'un apport alimentaire». Donc en gros, c'est quand l'apport en glucides, donc en sucre en fait, est supérieur aux besoins, l'excédent, donc ce qui va rester en plus qu'on ne va pas consommer, il va être stocké, OK? Super important. Attention, et ça vraiment, c'est la base, c'est super important, faut pas tomber dans ce piège. L'excédent de sucre, donc ce qui nous reste, ce qu'on n'a pas consommé, ne peut pas être éliminé au niveau des urines. À partir du moment où on a du glucose, on a du sucre dans les urines, c'est pathologique et ça s'appelle la glycosurie. C'est grave, OK? Donc ce sucre, on va pas pouvoir l'éliminer dans les urines, donc qu'est-ce qu'on va en faire? On va le stocker, OK? On le stocke sous forme de glycogène et le glycogène, c'est un polymère de glucose. C'est quoi un polymère? Imaginez un collier de perles. Ce collier de perles, ça va être notre polymère et chaque perle, ça va être une molécule de glucose et tout le collier de perles va former le glycogène, OK? C'est comme si on avait ça, en fait. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Alors, est-ce que ça va marcher? Ouais, bon, ça va être très schématique, mais en gros, faut le voir comme ça. Bon, c'est tout raccroché, hein, il y a pas d'espace. Mais vraiment, c'est, un polymère, donc c'est un ensemble, à chaque fois, on a une molécule de glucose. Et quand vous alignez du coup ces molécules de glucose, ça forme du coup le glycogène. Voilà. OK. Donc, va falloir stocker ce glucose, donc pour ça, on utilise le glycogène. Ces stocks, on les retrouve où? On les retrouve principalement au niveau du foie et du muscle. Ça, c'est super important, retenez bien, où se situent les stocks de glycogène, où est-ce qu'on va stocker en masse, notre glucose. Mais par contre, il faut savoir que le stockage sous forme de glycogène est un stockage qui est limité. Ça, faut faire attention, il est limité en quantité. Alors qu'au contraire, si on veut plutôt un stockage qui sera, pas limité en quantité, qui sera beaucoup moins limité du moins, on va en fait utiliser le, stockage sous forme de triglycérides et quand on stocke sous forme de triglycérides, ça vous le voyez dans le nom lipidique, en fait on c'est beaucoup moins limité en quantité, on est beaucoup plus libre, niveau quantité, de stockage, OK? Donc ça, faut vraiment retenir. Retenez plus, je vous ai fait un petit récap ici, mais vraiment stockage sous forme de glycogène est limité, alors que sous forme de triglycérides, c'est non limité. Super important. Mais du coup, ça fait quoi? Ça fait que, vu que, le stockage sous forme de triglycérides est illimité, en fait, c'est un peu dangereux, c'est un peu un cercle vicieux. Parce que du coup, vu qu'il est moins limité en quantité,
on va pouvoir stocker tout ce qu'on veut au niveau du tissu adipeux et du coup, qu'est-ce qui va se passer? Plus on augmente la quantité de triglycérides stockés, plus on augmente le tissu adipeux et du coup, on va se retrouver en surpoids, voire même, avec du coup de l'obésité et ce qui va donner l'obésité, c'est ça, c'est ce stockage illimité sous forme de triglycérides parce qu'en fait, c'est comme si votre corps ne vous posait aucune limite. Vous pouvez stocker, autant que vous voulez donc c'est ça qui peut être, qui peut donner, lieu à des pathologies comme l'obésité et le surpoids. OK. Donc voilà, notre collier perles, c'est ce que je vous ai fait ici, mais en plus beau. Heu, alors là, je vais vous expliquer un petit peu, le schéma. En gros, il faut juste retenir, voilà, comme je vous ai dit, glycogène, polymère de glucose et c'est plus précisément un homopolysaccharide. Alors pourquoi homopolysaccharide? Ça, je crois que vous l'avez vu en structure. Normalement oui, dans les glucides, mais en fait, un homopolysaccharide, c'est quand on a un enchaînement, des mêmes molécules. Donc là, en l'occurrence, le glycogène, c'est bien un homopolysaccharide parce que vous avez un enchaînement de molécules de glucose et à chaque fois, c'est des molécules de glucose qui s'assemblent. Donc oui, il y en a plusieurs, c'est pour ça qu'on appelle ça un polysaccharide, mais c'est toutes les mêmes. On n'a pas genre un glucose, un fructose, un maltose, non, c'est toujours des glucoses, plein de glucoses qui s'assemblent, donc c'est homopolysaccharide. Si ça avait été des molécules qui avaient été différentes, on aurait appelé ça un hétéropolysaccharide. OK, donc formé à partir d'alpha-D-glucose. La forme D, de ce que je me souviens, forme la plus stable. Bref, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais voilà, pour vous rappeler un petit peu la structure. OK, donc pour, les enchaînements linéaires, du coup, on a des liaisons glucidiques en alpha 1,4. Alors, je vais vous expliquer, pas de panique et des ramifications en alpha 1,6. Bon, normalement, vous le savez maintenant, mais quand on dit les liaisons glucidiques en alpha 1,4, on parle en fait, des liaisons linéaires. Alors que quand on parle des, liaisons en alpha 1,6, on parle des ramifications. Ça, c'est super important, à mon avis, ça peut très bien tomber, ça peut faire, l'objet de pièges. Vraiment, il ne faut pas confondre enchaînement linéaire alpha 1,4, ramification alpha 1,6, super important. Donc, la molécule de glycogène, elle a pas que, des enchaînements linéaires, sinon ça serait trop simple. Elle a aussi des ramifications. Donc vous voyez, c'est ce qu'on voit là. Là, on a des liaisons alpha 1,4, juste ici. Hop, enchaînement linéaire. Sauf que là, on a une ramification, OK, on part. Donc alpha 1,6. OK? OK. Alors, faut savoir que du coup, c'est une structure qui est bien ramifiée et du coup, on a plusieurs extrémités dites non réductrices. Ça, c'est super important. Retenez bien qu'on a plusieurs extrémités non réductrices. Regardez là. Tout ça, ici, ici, c'est des extrémités qui sont non réductrices, d'accord? Et on en a plusieurs. Par contre, on a une seule et unique extrémité réductrice. Ça, c'est super important. Elle est là, notre extrémité réductrice. Et cette extrémité réductrice, elle est attachée à la glycogénine. Ça, pas de panique, c'est l'enzyme en fait qui permet du coup la synthèse de glycogène, mais je vais tout vous expliquer, juste après. Donc vraiment retenez bien que du coup, structure linéaire alpha 1,4, OK. Liaison linéaire ou liaison glucidique, c'est pareil. Ramifié alpha 1,6, du coup, c'est pour faire, vraiment des ramifications. D'accord? Donc retenez aussi bien, bien, bien qu'il y a qu'une seule et unique extrémité réductrice, mais qu'il y a plusieurs extrémités non réductrices. Il y avait un mémo, de ma vieille, vieille, je crois, de mon vieux, vieux, qui disait que, en gros, pour retenir s'il y avait une ou plusieurs extrémités réductrices ou une et plusieurs, extrémités non réductrices, vous prenez non réductrice, il y a 2 mots, donc il y a plusieurs extrémités non réductrices. Par contre, réductrice, il y a qu'un seul mot, donc il y a une seule extrémité réductrice, voilà. Moi, je me disais que réducteur, enfin, il y avait une seule extrémité réductrice puisque c'était une propriété qui était spécifique, elle était réductrice et du coup qu'elle était unique et qu'il y en avait qu'une seule, alors que les non réductrices, bah, elles sont pas très spéciales vu qu'elles sont non réductrices, donc il y en avait plusieurs. Bon, voilà, vous prenez si ça vous aide, mais voilà.
Donc, faut savoir aussi que le glycogène, il est stocké au niveau du cytoplasme. Ça, je vous le dis et je vous le redis, mais vraiment, les compartiments dans lesquels se font les voies, c'est super important. Retenez bien que la glycolyse, c'est dans le cytoplasme, que la glycogénogénèse, c'est au niveau du cytoplasme, que l'ANGG, c'est au niveau du cytoplasme, de la mitochondrie, du réticulum endoplasmique. Enfin bref, à chaque fois, retenez bien, d'accord? Donc là, on nous dit dans le cytoplasme, et plus précisément dans les granules. OK? Ça, c'est les granules qu'on voit ici. Donc en fait, dans les granules, il va y avoir des enzymes, OK? Super important, les enzymes nécessaires à la synthèse, mais aussi à la dégradation du glycogène, des enzymes dont je vais bien parler juste après. Donc là, c'est, tout simplement des, images de microscopie électronique que vous voyez bien en Bruxelles d'ailleurs, pour des cellules du coup hépatiques. Donc là, on est dans le foie. Logique, on a dit que la glycogénogénèse, elle se faisait surtout dans le foie, qu'elle se faisait tout simplement dans le foie et dans le muscle, OK? Donc, là, on a les cellules hépatiques, juste ici, tac. Là, ces cellules hépatiques et là, ces cellules musculaires. OK? Super important. Donc, sous ces images, du coup, on peut voir le glycogène. La synthèse de glycogène, c'est la glycogénogénèse. La dégradation, la glycogénolyse. Bon, ça, je vous l'ai rappelé tout au début. Maintenant, c'est la base. Alors, donc, on nous dit quoi? Donc au niveau du foie, ça s'appelle les hépatocytes. Les hépatocytes, c'est tout simplement les cellules qui constituent le foie et au niveau du muscle, c'est les myocytes, c'est les cellules qui constituent le muscle, OK? Super important, basique, c'est dans le nom. Le glucose, il est capital dans le maintien de la glycémie. Ça, vous le voyez dans mon cours sur régulation du métabolisme glucidique, mais super important et c'est logique, d'accord? En fonction de ce que vous allez avoir en concentration de glucose dans le sang, on va pouvoir déterminer si on est, bien, si on est en hypoglycémie, si on est en hyperglycémie, bref. Donc le foie va mobiliser ses réserves de glycogène, pendant les premières heures de jeûne pour rétablir la glycémie. Ça, on se rappelle, quand on mobilise les réserves de glycogène, heu, quand on est en situation de jeûne notamment, c'est la glycogénolyse. OK? On veut dégrader le glycogène pour avoir du sucre dans le sang. Au niveau du muscle, là, le but ne va pas être le même. Le but ici, ça va être de réaliser un travail, OK? D'avoir une énergie suffisante pour contracter notre muscle. Donc au niveau du muscle, c'est vraiment pour produire de l'énergie. Au niveau du foie, c'est pour réguler la glycémie. OK? Donc là, la prof vous met, les quantités de glycogène sur cette diapo qu'il y a, au niveau du foie, au niveau du muscle. C'est plus à titre informatique qu'autre chose, mais retenez quand même qu'au niveau du, muscle, on stocke plus qu'au niveau du foie. Donc retenez environ les valeurs au cas où, on sait jamais. Mais voilà, c'est quand même à titre informatif, pardon, c'est pas le plus important. OK. Donc ces quantités, il faut savoir qu'elles sont limitées, c'est comme ce qu'on a dit tout à l'heure, contrairement au stockage sous forme de triglycérides et elles vont être rapidement mobilisables, mais aussi rapidement consommées. Donc ce glycogène, il va être consommé à la fois en conditions aérobie et anaérobie. Ça, c'est super important. Quelle que soit la situation dans laquelle on sera, le glycogène va pouvoir être, consommé étant donné qu'en fait, les stocks de glycogène qu'on va faire sont dans les granules cytoplasmiques, comme je vous ai dit, juste en haut. OK, allez, on passe, au vif du sujet, donc la glycogénogénèse. Je vais vous détailler les étapes comme d'habitude. Comme d'habitude, toutes les enzymes sont à connaître, ce qui est consommé, ce qui est relargué, les réactifs, les produits, tout est super important. Donc première étape de la glycogénogénèse, c'est exactement la même étape que la première étape de la glycolyse. Cette fameuse étape qui phosphoryle notre glucose en glucose 6-phosphate. Donc on ajoute, une molécule de phosphate au niveau du, carbone 6. On consomme une molécule d'ATP et on libère une molécule d'ADP plus phosphate inorganique. L'enzyme utilisée, c'est l'hexokinase, on se souvient kinase phosphoryle, consommation d'un ATP et on utilise du magnésium. C'est vraiment là, je vais pas, m'étaler dessus parce que c'est vraiment la même étape, vraiment l'étape commune à la glycogénogénèse et à la glycolyse. C'est la même étape, OK. Deuxième étape, maintenant qu'on a le G6P, on va pouvoir le transformer en glucose 1-phosphate, OK? Donc tout simplement, c'est une isomérisation parce qu'il y a juste un changement de position du phosphate et du coup, ça va changer les propriétés de la molécule.
Donc le phosphate passe du carbone 6 au carbone 1. L'enzyme, c'est la phosphoglucométase. OK, logique. Pour être transformé en glycogène, le glucose 6-phosphate, du coup, il fait un premier réarrangement. Donc d'abord, en passant du coup par le G1P et cette réaction-là, elle est catalysée par la phosphoglucométase. Je répète puisque c'est vraiment super important d'intégrer, toutes les réactions par quelle enzyme elles sont catalysées, si elles sont irréversibles ou non. Donc là, cette étape, la première étape de la glycogénogenèse, comme au niveau de la glycolyse, c'est la même. La première étape est irréversible, alors que, la deuxième étape ici, elle est bien réversible. Attention, OK? Deuxième étape de la glycogénogenèse, elle est réversible. OK, donc alors, troisième étape, du coup, c'est la transformation du G1P en UDP-glucose. Alors, cette étape, qu'est-ce qui se passe? On consomme une molécule d'UTP. Attention, c'est pas une molécule d'ATP, hein, c'est bien une molécule d'UTP. Et on libère un pyrophosphate inorganique, du coup, juste ici. Et ce pyrophosphate inorganique, en fait, il va pouvoir, par la pyrophosphatase, OK, pyrophosphatase, être transformé en 2 phosphates inorganiques. En fait, on va casser le pyrophosphate inorganique et relarguer 2 phosphates inorganiques, OK? Et tout ça en consommant une molécule d'UTP. L'enzyme utilisée ici, c'est l'UDP-glucose pyrophosphorylase. Alors, je viens de me rendre compte que je vous avais pas mis l'enzyme dans le schéma, comme je fais d'habitude. C'est un petit oubli, mais vraiment enzyme UDP-glucose pyrophosphorylase, OK? Donc là, on du coup libère l'UDP-glucose et en fait, il faut savoir que l'enzyme, en fait, pour faire cette réaction, elle va d'abord couper la liaison phosphoanhydre, elle va libérer du pyrophosphate inorganique. En fait, c'est en coupant la liaison phosphoanhydre qu'on obtient notre pyrophosphate inorganique et permettre du coup la liaison du, G1P. OK? Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc hop, le pyrophosphate inorganique libère les 2 phosphates inorganiques. Et ça, c'est cette lise en fait du phosphate inorganique en 2 phosphates inorganiques qui permet de rendre la réaction irréversible. Cette étape-là, l'étape 3, comme au niveau de la glycolyse, mais c'est pas la même étape, attention, l'étape 1 et 3 sont irréversibles. OK? Super important. Allez, donc là, la réaction va être poussée, vers la formation du DP-glucose. OK, quatrième étape du coup, et notre dernière étape en fait, tout simplement, je vous avais dit c'est assez court, c'est la transformation de l'UDP-glucose en glycogène. Donc, à partir de notre UDP-glucose, on va pouvoir enfin, produire notre glycogène. En fait, à chaque fois, on va ajouter des molécules d'UDP-glucose qui, accumulées, vont pouvoir donner le glycogène. Comment ça se passe? Alors, grâce à la glycogène synthase, ça, c'est l'enzyme phare qui va nous permettre, du coup, d'arriver au final à notre glycogène. C'est dans le nom, on synthétise du glycogène. Donc, on va à chaque fois, consommer, OK, une molécule pour donner de l'UDP, OK. L'UDP formé va pouvoir, à son tour, produire de l'UTP, mais cette transformation de l'UDP en UTP, elle est pas gratuite. En fait, elle va consommer une molécule d'ATP. Ça, c'est super important, d'accord? Et cette transformation de l'UDP en UTP, elle est catalysée par la nucléoside, diphosphate kinase, d'accord? Donc, on veut passer de l'UDP, glucose au glycogène, on utilise le glycogène synthase. On du coup, libère une molécule d'UDP qui, elle, est transformée en UTP par le nucléotide diphosphate, kinase en consommant une molécule d'ATP, du coup en relarguant de l'ADP. OK, j'espère que ça va. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, faux. OK, donc alors là, attention, ce qu'il faut savoir, c'est que, du coup, dernière étape de notre glycogénogenèse, on forme notre glycogène. Mais du coup, on peut se demander comment? Est-ce que, à votre avis, la molécule de glycogène, elle se forme toute seule comme ça d'un coup? Ou alors il faut passer par différentes étapes? En fait, c'est ce que je vais vous montrer là et là vraiment cette partie, elle est super importante. Vraiment, ça tombe tellement, vous avez même pas idée. Vraiment, c'est super important et une fois que vous avez compris, c'est super simple. Vous allez voir, ça va venir tout seul. OK, donc en gros, il faut savoir que la molécule du DB-glucose, du coup, qu'on a créée à l'étape 3.
donc juste ici, elle va être utilisée par la glycogène synthase, du coup glycogène synthase juste ici, OK, pour être ajoutée au niveau de l'extrémité non réductrice. Attention, ça c'est super important. C'est au niveau de l'extrémité non réductrice que la glycogène synthase ajoute l'UDP-glucose, OK? Donc la glycogène synthase va ajouter plusieurs molécules d'UDP-glucose à l'extrémité non réductrice du coup du carbone 4, ça aussi c'est important, pour allonger une amorce de glycogène et augmenter à N+1 résidu glycogène. Donc à chaque fois qu'on va ajouter un UDP-glucose, on va augmenter à N+1 résidu glycogène, OK? C'est notre collet de perles en fait, faut le voir comme ça. Donc quand notre molécule d'UDP-glucose est ajoutée, ça, libère l'UDP qui sera transformé en UTP. Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, sauf que ça consomme une molécule d'ATP. L'UTP libéré, va pouvoir être réutilisé en fait pour activer un autre G1P. Donc l'UTP qu'on libère là, il va activer un autre, glucose 1-phosphate et en fait à cette étape, la glycogène synthase va allonger la chaîne de glycogène. Mais attention, ça c'est super important, elle est pas capable d'allonger une chaîne, qui sort de nulle part, OK? Il faut qu'elle, allonge une chaîne préexistante. Ça veut dire qu'en fait, il faut une phase d'initiation, d'accord? La glycogène synthèse ne peut pas faire son petit travail là, si une chaîne préexistante, n'est pas déjà en fait sur place. Donc comment on va faire? En fait, il faut une étape d'initiation pour avoir cette amorce, de glycogène. Donc en fait, la glycogène synthèse, c'est ça, en fait, elle a besoin d'une amorce, OK? Elle a besoin d'un début, elle a besoin d'une base. Elle peut pas c'est comme si vous faites un gâteau, vous avez pas de base, vous mettez direct la chantilly, la crème, alors que vous avez pas de pâte avant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est pareil. C'est un peu bancal, mais j'ai, heu, j'ai un peu improvisé pour le coup. Bref, mais du coup, il lui faut une amorce, il lui faut quelque chose pour commencer. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle va faire? Heu, on va le voir juste ici. Au contraire, en fait, l'amorce va se fixer enfin l'initiation, en fait, elle va se faire par la glycogénine, OK? Donc on a dit quoi? On a dit que l'élongation, donc l'ajout à chaque fois d'une nouvelle molécule du DP-glucose, ça se fait par la glycogène synthase. Par contre, l'initiation, elle a lieu grâce à la glycogénine. OK? Ça, c'est super important. L'initiation, donc la création de l'amorce, elle se fait grâce à la glycogénine. Cette fois-ci, cette glycogénine, elle ne se fixe pas au niveau de l'extrémité non réductrice comme la glycogène synthèse, mais au niveau de l'extrémité réductrice. Et ça, c'est super important. Et c'est au niveau de l'extrémité réductrice C1. OK? Super important. Au niveau de l'extrémité réductrice C1. Donc tout à l'heure, c'était au niveau de l'extrémité non réductrice du carbone 4 pour la glycogène synthèse qui pouvait, du coup, à partir de ce moment-là, ajouter ces molécules du DP-glucose. Maintenant, pour faire l'initiation, pour faire notre amorce, ça va être du coup au niveau de l'extrémité réductrice C1 par la glycogénine. Super important, OK? Donc, ça, retenez, c'est très important. C'est une enzyme, de 37 kilodalton. Elle a une activité glycosyltransférase. Elle ajoute un premier résidu glucose à partir d'une molécule d'UDP-glucose sur la tire 194, OK. Donc c'est ce qui se passe juste ici. Un complexe, du coup, va alors se former avec la glycogène synthèse. Alors ce qui se passe, c'est que, en gros, notre glycogène synthèse, elle s'était fixée tout à l'heure, OK. Elle s'était fixée au niveau de l'extrémité non réductrice, au niveau du carbone 4. Sauf qu'attention, elle n'avait pas commencé sa synthèse. C'est la glycogénine qui, elle, se fixe sur l'extrémité réductrice C1, qui va commencer. Et on va le voir d'ailleurs, elle fixe les 8 premiers résidus de glucose, d'accord? Mais à ce moment-là, attention, hein, la glycogène synthèse est déjà fixée. Juste, elle n'a pas commencé à synthétiser encore. Elle attend que la glycogénine fasse son travail, qu'elle fixe ses 8 résidus de glucose, et c'est seulement une fois que la glycogénine aura, fixé ses 8 résidus de glucose que la glycogène synthèse pourra, continuer la synthèse. OK? J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais ça, c'est super important. Vraiment, c'est la base. Là, je vous ai mis le schéma de la prof.
Donc voilà, donc en fait, c'est une fois que la glycogénine va se fixer au niveau de l'extrémité réductrice, que la glycogène synthase va pouvoir, fixer ces molécules du coup du DP-glucose et allonger en fait, la chaîne en créant des liaisons alpha 1,4, donc les liaisons linéaires. OK. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit. Ensuite, du coup, une fois que la glycogénine aura fixé ses 8 premiers résidus de glucose, il va y avoir un relais, OK? La glycogène synthase va allonger, la chaîne, sauf qu'en fait, on se rappelle bien que le glycogène a des ramifications. Il a pas que, des liaisons, toutes linéaires, OK? Il a des ramifications. Du coup, il va lui falloir une autre enzyme pour créer les ramifications et cette enzyme-là, c'est tout simplement l'enzyme branchante. Donc, si je devais récapituler, je vous dirais que, hop, la glycogène synthase se fixe au niveau de l'extrémité non réductrice, du coup, au niveau du carbone 4. Elle se fixe mais n'ajoute rien, pour le moment. Elle attend que la glycogénine, du coup, elle, se fixe au niveau de l'extrémité réductrice du carbone 1. La glycogénine fixe les 8 premiers résidus de glucose et une fois qu'elle a fini, la glycogène synthase va pouvoir prendre le relais, va allonger la molécule de glycogène en compagnie de l'enzyme branchante qui, elle, va pouvoir faire du coup les ramifications. OK? Super important et pour avoir notre glycogène au final. Donc très, très important ça, vraiment ce que je vous ai mis là, c'est la base. Ce que je me suis mis en jaune, c'est super important. La glycogène synthase et l'enzyme branchante complètent la structure du glycogène, OK. Elles se dissocient de la structure après, elles vont pas rester au niveau de la structure. Elles constituent les extrémités non réductrices, alors qu'attention, la glycogénine, pardon, j'ai buggé, la glycogénine reste accrochée à l'extrémité réductrice. Elle, elle va pas s'en aller, OK? Elle s'est fixée, elle reste accrochée. Alors que la glycogène synthèse et l'enzyme branchante, une fois qu'elles ont fait, leur boulot, c'est bon, elles partent. Donc glycogène synthèse, enzyme branchante, on se souvient bien, elle se fixe au niveau des extrémités non réductrices et puis après elle se dissocie de la structure, OK? Alors que la glycogénine qui, elle, initie finalement, la production de notre molécule de glycogène, en créant l'amorce, elle reste fixée à l'extrémité réductrice. Donc on se souvient glycogénine, un mot, extrémité réductrice, gène synthase, 2 mots, extrémité non réductrice. OK, donc là, je vous ai fait un petit gros récap, de ce que je viens de vous dire. OK. Alors, maintenant, du coup, on va parler de cette fameuse, mise en réserve de glycogène. Donc là, c'est vraiment une sorte de récap un peu sur tout ce que j'ai dit, mais il faut bien retenir que quand on a un apport en glucose qui excède nos besoins, OK, quand c'est beaucoup trop, quand nous, on a besoin, d'un certain taux de glucose, sauf qu'on en a encore et on ne sait plus quoi en faire, on va pas l'éliminer au niveau des urines, on va vraiment vouloir le stocker, OK? Ce stockage, il va se faire sous forme de glycogène et il va se faire au niveau du foie et du muscle. Super important, je répète. Donc, les autres cellules, elles vont pouvoir avoir des petites réserves de glycogène, mais le foie, il a vraiment une réserve, en fait, qui va permettre aux besoins de l'organisme, en fait, en situation de jeûne, heu, d'être satisfait, simplement. Il va pouvoir répondre aux besoins de l'organisme en situation de jeûne. Excusez-moi, je me suis très mal exprimée, mais vraiment retenez bien que le foie, c'est vraiment l'organe qui va nous permettre de stocker à fond, heu et du coup de mobiliser ce stockage quand on en a besoin. Voilà, c'est ça. Donc, c'est lui du coup qui rétablit la glycémie, ça c'est super important, mais ça vous l'avez bien vu dans mon cours de régu. Et au niveau du muscle, il utilise le glycogène pour faire de l'énergie. Ça aussi pareil, hein, la prof aime beaucoup, elle l'a répété dans tellement de cours, mais vraiment retenez que le foie, son rôle à lui, ça va être de maintenir, de rétablir la glycémie, alors que le muscle, il va utiliser le glucose non pas pour réguler la glycémie, mais pour produire de l'énergie, heu, pour le travail musculaire. OK, donc on se souvient, glycogénogénèse, quantité limitée. Triglycérides, au niveau des tissus adipeux, quantité illimitée. Donc elle est mobilisable beaucoup moins rapidement, heu, voilà. Donc on est beaucoup moins,
on est beaucoup moins vite, dénué, de stock au niveau des triglycérides. OK? Donc voilà, là, je vous ai fait un petit récap et puis voilà, il y avait le Chibou, petite surprise, mais c'est fini. Je vous avais dit pas très long ce cours, pas très compliqué, de la répétition à fond. Vraiment, ce qui est super, super, super important, dans ce cours-là, c'est de retenir quelle enzyme on va utiliser, comment en fait ces enzymes vont coopérer, vraiment comprendre à fond cette notion de complexe qui se fait entre la glycogène, synthase et la glycogénine. Le fait que voilà, la glycogénine gène synthase va venir se fixer, mais elle attend vraiment que la glycogénine, fixe ses 8 premiers résidus de glucose avant de prendre le relais en compagnie de l'enzyme branchante. Ça, c'est la base. Aussi bien retenir que la glycogène synthase, elle se fixe au niveau des extrémités non réductrices, alors que la glycogénine se fixe au niveau de l'extrémité réductrice. Savoir que voilà, ce stockage, il se fait au niveau du foie à fond au niveau du muscle, sauf que le muscle et le foie ont des objectifs qui vont être différents. Le glucose, ils vont s'en servir de manière différente. Le foie, ça va être pour réguler la glycémie à fond. Le muscle, ça va être pour produire de l'énergie. Donc vraiment, une fois que vous avez retenu ça, vous avez retenu une bonne partie du cours déjà. Donc voilà, j'espère que c'était clair. N'hésitez pas si vous avez des questions. Là, vous avez bien le schéma récap. Il y a tout dedans. Donc voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça vous a plu et puis on se retrouve juste après pour la glycogénolyse.